Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Elle constitue l'un des temps forts de la vie diplomatique de la Principauté. La conférence diplomatique 2022 s'est clôturée aujourd'hui, après 2 jours d'échanges. Quelle est l'importance et les enjeux de ce rendez-vous? La ministre des Relations extérieures et de la Coopération, Isabelle Béraud-Amadi, sera notre invitée dans quelques instants. 2022 marque le centenaire de la disparition du prince Albert Ier, mais également les 120 ans de la direction de la sûreté publique. Différents événements ponctueront cette année anniversaire. Richard Marangoni, le contrôleur général de la sûreté publique, sera avec nous pour en parler. Dans ce journal également, nous reviendrons sur l'opéra de Puccini, Manon Lescaut, proposé actuellement à la Salle Garnier avec dans le rôle titre une remplaçante de luxe, la soprano Anna Netrebko. Et enfin, nous nous sommes intéressés ce soir à cette tendance, la location de robes, une façon de porter de belles pièces sans forcément se ruiner. Je vous le disais en titre, la conférence diplomatique 2022 vient de s'achever en Principauté, l'occasion pour nous de revenir sur l'importance d'un tel événement avec la ministre des Relations extérieures et de la Coopération. Bonsoir Isabelle Béraud-Amadi. Bonsoir Émilie. Nous l'évoquions déjà hier sur notre antenne, cette conférence diplomatique est un rendez-vous annuel qui permet de nombreux échanges entre le gouvernement et les diplomates de Monaco. Oui, tout à fait, c'est un rendez-vous très important et je dirais même très attendu par les ambassadeurs. Pour moi, j'ai été très heureuse d'accueillir mes ex-collègues ambassadeurs puisque c'est la première fois que nous tenions cette conférence diplomatique depuis ma prise de fonction et c'est également la première fois que nous tenions la conférence diplomatique en présentiel depuis la survenance de la pandémie. Donc nous étions très heureux de nous retrouver et de pouvoir échanger sur différents sujets qui intéressent les ambassadeurs et le gouvernement que nous allons évoquer, je suppose, dans le cadre de vos questions. Exactement. Quelle aura été la teneur des discussions, Madame la Ministre ? Alors écoutez, vous savez que nous vivons une année particulièrement exceptionnelle compte tenu des événements qui sont survenus depuis le mois de février dernier. Et donc bien évidemment, nous avons évoqué en priorité la situation en Ukraine où nous avons eu des échanges fort intéressants entre les ambassadeurs et le département sur le ressenti de chaque ambassadeur dans son pays d'accréditation ou bien auprès des organisations internationales où ils sont accrédités. Et ça nous a permis un petit peu justement de faire le point sur la situation en Ukraine et sur la façon dont chaque pays réagit face à cette guerre. Ensuite, nous avons eu d'autres sujets, nous avons abordé d'autres sujets qui concernent plus particulièrement la Principauté et notamment un sujet phare qui est celui de l'attractivité de la Principauté où nous avons eu différents intervenants, notamment Frédéric Ginta et la transformation numérique, le MEB avec Guillaume Rose qui nous ont parlé donc de la transformation de la Principauté. Et les ambassadeurs sont tout à fait impliqués puisqu'ils sont eux-mêmes les porte-parole de Monaco à l'étranger. Vous le disiez tout à l'heure, cette conférence diplomatique est un moment qui a toute son importance pour votre département. Vous vous réunissez une fois par an. Oui, on se réunit une fois par an. On est fort heureux de se retrouver. On se disait même qu'on pourrait peut-être le faire de façon un peu plus régulière, même si l'organisation d'une telle conférence est quelque chose d'assez lourd. Mais en tout cas, nous y tenons beaucoup et nous prenons toujours beaucoup de joie à nous retrouver et également à retrouver les membres du gouvernement puisqu'ils sont associés à cette conférence diplomatique. Nous avons eu le plaisir d'entendre Jean Castellini hier qui nous a parlé des sanctions qui sont suivies par Monaco à la suite donc, de la guerre en Ukraine. Et nous avons eu également M. Robineau et Mme Lumida Racona-Le Goff qui nous a présenté le système de e-santé qui est mis en place, là encore, dans le cadre de la transformation numérique de la Principauté. Donc vous voyez, il y a des échanges entre ambassadeurs, mais pas seulement, également avec les membres du gouvernement et ça, nous y tenons beaucoup. Un mot, Isabelle Béraud-Amadi, sur votre récente visite à Madagascar. Il s'agissait de votre premier déplacement de coopération. Il a été ponctué par la signature d'un accord cadre de coopération. Cela a été un déplacement enrichissant dans un pays soutenu depuis plusieurs années par la Principauté. Ah oui, ça a été un déplacement qui m'a beaucoup marqué. J'y tenais beaucoup parce que, comme vous venez de le dire, Madagascar est le premier pays de coopération de la Principauté depuis plus de 20 ans.
Donc ça prenait tout son sens par le fait que c'était mon premier déplacement. Une semaine passée à Madagascar où nous avons à la fois rencontré les autorités malgaches qui nous ont reçus fort gentiment. Nous avons donc signé cet accord de coopération avec le ministre des Affaires étrangères de Madagascar. Mais nous avons aussi rencontré les partenaires de notre coopération, les associations qui s'investissent au plus près des bénéficiaires. Et ce volet-là, je dois dire que je le garde fort dans mon cœur parce que j'ai rencontré des personnes très investies, très engagées et surtout très bienveillantes et résilientes. Oui, la solidarité qui est très importante en ce moment. Merci infiniment, Exactement. Isabelle Béraud-Amadei, d'avoir été avec nous sur notre antenne. Merci beaucoup, Émilie. Bonne soirée. Un mot de sport à présent, deuxième match de la semaine pour l'AS Monaco. Bonsoir Julia Vial, les Monégasques se déplacent à Saint-Etienne pour le compte de la 34e journée de Ligue 1. Un match capital dans la course à l'Europe, Julia. Bonsoir Émilie, bonsoir à toutes et à tous. Cette confrontation aura lieu ce samedi 23 avril à 19 h et on se dirige vers un match intense avec une chaude ambiance dans le chaudron. Cette rencontre va être en effet décisive en vue du maintien des Verts en Ligue 1. En face, l'AS Monaco pourrait réaliser le hold-up de fin de saison en dominant consécutivement Rennes et Nice, deux adversaires directs. L'ASM s'est offert le droit de rêver à un retour en Ligue des Champions. Après avoir connu, il faut le dire, des débuts mitigés, Philippe Clément semble avoir trouvé la bonne formule avec ses joueurs. Nous écoutons d'ailleurs Axel Disasi, le défenseur monégasque. Il est en conférence de presse d'avant-match. Nous, on reste concentrés sur nous-mêmes. Voilà, comme j'avais dit, on avait vécu un mois de mars assez compliqué et voilà, on a réussi à passer ce mois-là en restant concentrés sur nous-mêmes et en restant solidaires. Donc aujourd'hui, ça nous réussit et on va pas changer cette façon de penser ou bien d'agir. Alors le club de l'AS Monaco va-t-il poursuivre son excellente série en Ligue 1? Verdict demain à 19 h, Émilie. En basket, alors que les yeux sont tournés vers les quarts de finale de l'Euroleague, la Roca Team est officiellement qualifiée pour les playoffs de Betclic Elite. En effet, le leader Boulogne-le-Valois, l'Asvel et notre équipe monégasque seront de la partie. Ces playoffs sont d'ailleurs très attendus. Ils verront prochainement l'officialisation des qualifications des 5 autres équipes. Des places chères qui devraient se disputer jusqu'au bout d'une saison régulière passionnante. La prochaine rencontre de la Roca Team en Betclic Elite, ça sera ce dimanche 24 avril à 17 h contre Fos-sur-Mer en terre monégasque. Et nous suivrons bien évidemment le résultat de la Roca Team, mais aussi celui de l'AS Monaco de près. Le 21 avril était la journée mondiale de la créativité et de l'innovation. Un moment pour mettre en valeur l'économie créative, qui peut être une richesse pour de nombreux pays, et ce dans différents domaines. Ces dernières années, nombreuses sont les innovations qui ont fait évoluer notre quotidien. Et vous, quelle est l'invention qui vous a le plus marqué? Frédéric Elion est allé à votre rencontre pour le savoir. Moi, du coup, c'est Internet. Parce que je trouve que ça nous aide à tout, on peut payer ses places de parking sur Internet. Le téléphone portable, la plus grosse innovation pour moi c'est ça, je suis dans le travail, je suis dans le commerce, sans téléphone on ne fait plus rien. Faire des FaceTime, on peut s'envoyer des vidéos, on peut tout faire maintenant avec le téléphone. C'est surtout le progrès dans tout ce qui est médical, dans la recherche, sur plein de maladies, sur le cœur. L'innovation c'est l'hybridation des voitures, qui permet quand même de faire des sacrées économies et puis de rouler plus ou moins propre. Peut-être le GPS. Pourquoi? Parce que j'ai un très très mauvais sens de l'orientation, donc ça m'a quand même souvent sauvé la vie. Les pailles en pâte. Okay. Je sais pas, c'est ce qui me vient à l'idée. Je sais pas si vous connaissez. Non. C'est des pailles écologiques et biodégradables en pâte, comme des spaghettis en fait, sauf que c'est des pailles. Donc voilà. Et oui, l'innovation n'a plus de limite, encore plus quand cela touche la protection de l'environnement. Vous le savez, 2022 est une année de commémoration en principauté avec le centenaire de la disparition du prince Albert Ier. Lors de son règne, le trisaïeul du prince Albert II a créé la direction de la sûreté publique. C'était en 1902. Cela fait donc 120 ans que cette entité assure notamment le maintien de l'ordre public. Pour en parler ce soir, nous sommes avec son contrôleur général. Bonsoir Richard Marangoni. Bonsoir Émilie. La direction de la sûreté publique est l'une des plus anciennes directions. Elle s'appelait d'ailleurs avant sa création la direction de la police. En 120 ans, le corps a beaucoup évolué. Effectivement, le corps a beaucoup évolué
Et nous sommes très fiers cette année de pouvoir effectivement fêter les 120 ans de la direction de la sûreté publique, anciennement appelée effectivement direction de la police. On connaît la devise de la compagnie des Carabiniers du Prince qui est honneur, fidélité et dévouement. On connaît un peu moins celle de la sûreté publique qui est loyauté, vigilance et courage. Et également son saint patron qui est Saint Georges. Dites-nous tout. En 1997, lors de la commémoration des 700 ans de la dynastie des Grimaldi, il y a eu 3 événements marquants pour la sûreté publique. Le premier, c'est qu'à la demande du prince Régnier III, Madame Charlotte Casiraghi est devenue la marraine de la sûreté publique, ce dont nous sommes très fiers et très honorés. Nous avons eu ensuite un saint patron qui est Saint Georges. Et enfin, nous avons eu une devise qui est liée d'ailleurs à l'action de ce saint patron, Saint Georges, puisque Saint Georges, c'est le combat du mal et du bien, et la victoire du bien sur le mal, bien sûr. Nous avons une devise, loyauté, vigilance et courage, Fides Diligentia Virtus. Qui vous accompagne donc depuis 1997. Saint Georges sera célébré demain en la cathédrale de Monaco. Pour différentes raisons, la célébration de Saint Georges avait été abandonnée ces dernières années. Et là, dans le cadre de cet anniversaire de la sûreté publique, de cette commémoration, nous refêtons Saint Georges et j'en suis très très heureux. Et il faut le dire, Richard Marangoni, c'est l'un des premiers temps forts de cet anniversaire de la direction de la sûreté publique. Absolument, ça sera le premier temps fort, comme vous l'avez justement dit, et il y en aura 3, puisqu'il y aura un deuxième temps fort le 1er juillet, et le troisième temps fort, et qui marquera aussi la fin de cette année de célébration, sera le 19 novembre, lors de la fête nationale de notre souverain. Cet anniversaire de la direction de la sûreté publique coïncide avec la commémoration du centenaire de la disparition du prince Albert Ier, qui avait donc créé la direction de la sûreté publique. C'est le prince Albert Ier, le 23 juin 1902, qui crée la nouvelle direction de la sûreté publique, abandonnant, comme nous l'avons évoqué, la direction de la police. Donc effectivement, le prince Albert Ier a eu un rôle fondamental, prépondérant dans cette nouvelle police, si on peut l'appeler comme ça. Et qu'est-ce que symbolise pour vous ces 120 ans de la direction de la sûreté publique? Trois choses très importantes à mes yeux et pour notre corps. D'abord, nous devons être responsables vis-à-vis de l'héritage que nous ont laissé nos anciens. Nous devons également continuer à perpétuer les valeurs de la sûreté publique. On a parlé entre autres de notre devise. Et enfin, et surtout, je dirais, être digne de la confiance que nous accorde en permanence notre prince souverain. Richard Marangoni, vous le mentionnez tout à l'heure, Charlotte Casiraghi est votre marraine. Qu'est-ce que son soutien apporte à la direction? Qu'est-ce que cela représente? Alors, beaucoup de choses. D'abord, ça marque notre attachement fort à la famille souveraine. Et Charlotte Casiraghi a toujours été une marraine très présente, qui a toujours marqué son soutien à la sûreté publique, qui est très attachée à la sûreté publique. Et nous sommes très très heureux et très très fiers de l'avoir comme marraine. Et au fil des années, l'effectif de la direction de la sûreté publique s'est renforcé, aussi bien d'hommes que de femmes. La sécurité reste essentielle à l'attractivité du pays. Vous avez d'ailleurs dévoilé un nouveau plan de réorganisation en début d'année. Effectivement, la sécurité doit évoluer parce que la délinquance évolue, notre société évolue et nous devons être en permanence en adéquation avec les nouveaux périls, les nouveaux risques auxquels nous pouvons être confrontés. Bien, merci beaucoup Richard Marangoni d'avoir été avec nous ce soir pour évoquer les 120 ans de la direction de la sûreté publique. Merci infiniment. Merci beaucoup Émilie, bonsoir. Et précisons que la messe de la Saint-Georges aura lieu demain à 10 h en la cathédrale de Monaco. Culture à présent avec un double événement proposé à la Salle Garnier. L'Opéra de Monte-Carlo présente actuellement Manon Lescaut de Puccini, un drame lyrique en 4 actes qui n'avait plus été présenté en principauté depuis 1985. Le reportage de José Sacré. Anna Netrebko, star mondiale de l'opéra, chante Manon Lescaut à l'Opéra de Monte-Carlo. Desgrieux, son amant dans la pièce, est interprété par Youssif Evazov, son mari dans la vie.
Un duo exceptionnel réuni à la dernière minute par Jean-Louis Grinda pour cette nouvelle production de l'opéra du génial Puccini avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Pinchas Sternberg. Je l'aime beaucoup de travailler avec les chanteurs et avoir les périodes de travail. À ce cas-là, ce n'était pas possible. Comme vous savez, c'était une chose d'émergence, vraiment. Non? Sinon, si ça n'arrive pas, alors on ne fait pas les Manon Lescaut. Hein? Non, vraiment, parce qu'on avait déjà 2 chanteuses malades, tombées malades, la première. La deuxième qui doit venir ici, ce séture-là, est tombée malade. La troisième, alors c'était vraiment une catastrophe. Non, on essaie de faire le mieux possible, on peut dire ça. Mais quand même, Madame Netrebko, comme vous savez très bien, elle n'a pas besoin de mon publicité. elle connaît tout le monde. Cette Manon Lescaut de Puccini avec l'éblouissante Anna Netrebko est à voir absolument à l'Opéra de Monte-Carlo jusqu'au 30 avril. On retrouve Julia Vial pour le reste de l'actualité en principauté. Julia, un groupe de parole va se réunir tous les premiers jeudis du mois dans la salle A Fabrica au parc Princesse Antoinette. Il s'intitule « Les rendez-vous des aidants ». Le conseil communal a en effet décidé d'organiser un nouveau rendez-vous mensuel pour les aidants. Ces groupes de parole ont pour objectif de soutenir, informer, accompagner et rassembler les aidants familiaux qui soutiennent et assistent régulièrement un proche en perte d'autonomie résidant à Monaco. Animés par une assistante sociale et un infirmier, ces réunions durent environ 1h30 et ont pour but de prendre en considération le vécu de l'aidant pour répondre à ses besoins et le soutenir. Prochain rendez-vous le 5 mai à 17h, Émilie. Vie marine entrelacée, c'est le titre de la dernière exposition au Quai des Artistes, Julia, et dont vous voulez nous parler. Cet événement a débuté ce jeudi 21 avril et se tiendra jusqu'au 18 juin prochain au sein du célèbre restaurant monégasque le Quai des Artistes. La plongeuse et artiste Tiyou présente ses tableaux sculptures d'animaux marins. Une invitation à s'émerveiller devant la beauté de la vie aquatique et de la biodiversité. À travers cette exposition, l'artiste veut inciter le public à une prise de conscience pour préserver les océans. Toutes ces œuvres engagées sont donc à retrouver, Émilie, au Quai des Artistes. Christophe Maé sera en concert le samedi 7 mai à 20h30 au Grimaldi Forum. Et Julia, il reste encore des places. Le Grimaldi Forum va vibrer au son de Christophe Maé à l'occasion de la célébration de ses 15 années de carrière. Ce beau parcours musical marqué par plusieurs succès, On s'attache, Il est où le bonheur, Belle demoiselle, a hissé l'artiste au plus haut niveau de sa carrière. Au programme, un show ambitieux et généreux qui réserve de nombreuses surprises. Si vous souhaitez aller voir le chanteur se produire au Grimaldi Forum, rendez-vous sur montecarloticket.com. Et puis toujours au Grimaldi Forum, le jeudi 28 avril, Laura Cox se produira à l'occasion des Thursday Live Sessions. Qui est cette artiste, Julia? Eh bien, Laura écoutait du rock depuis sa naissance. Quelques années plus tard, elle décide de partager ses prouesses avec le monde entier sur YouTube. En 2010, elle rencontre Mathieu Albiac, lui aussi guitariste, et c'est suite à cette fusion que le groupe voit le jour. Leur premier album, Hard Blue Shot, met Laura Cox au rang de guitariste chanteuse rock incontournable en France. Après des centaines de concerts à travers l'Europe, elle revient avec son deuxième album, Burning Bright, sur la scène du Grimaldi Forum le 28 avril prochain. Entrée gratuite uniquement sur réservation au numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Et enfin, nous avons appris hier la disparition de l'acteur et réalisateur Jacques Perrin. Sa carrière et son engagement avaient été salués par la principauté. C'est l'une des figures les plus secrètes et les plus discrètes du cinéma français qui nous a quittés le 21 avril. Jacques Perrin a d'ailleurs eu une place importante à Monaco, très attaché à la préservation des océans. Le réalisateur a reçu en 2009 l'un des prix de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Extrait. On voulait faire un film, puis comme l'a souligné aussi Monseigneur, c'est vrai que ce qui nous a animés, c'est une cause, notre cause commune. En tout cas, on savait qu'on avait une projection ce soir, on ne savait pas du tout qu'on aurait ce magnifique prix.
Le fils du comédien et réalisateur Mathieu Simonet a précisé dans un communiqué qu'il était décédé paisiblement à Paris. L'acteur, qui a notamment joué dans Les Demoiselles de Rochefort et Peau d'âne, laisse derrière lui une riche carrière durant laquelle il a joué dans plus de 70 films. Oui, il avait aussi présenté en avant-première à Monaco l'un des films qu'il a coproduit, Mia et le lion blanc, une réalisation engagée pour la défense des animaux sauvages. Intéressons-nous à présent à cette nouvelle tendance, la location de robes pour des occasions particulières, une alternative pour ne pas saturer notre dressing. Et quels sont ses avantages et à quel coût? Juliette Rappert et Jean-Alexandre Dordet ont enquêté pour vous. Trop de robes dans votre placard, vous ne savez pas quoi vous mettre, une robe bien trop chère pour votre porte-monnaie, direction Organza, une boutique où vous pouvez louer votre robe de princesse pour seulement 200 €. Beaucoup de femmes ont de nombreuses robes dans leur penderie, mais elles ne veulent pas remettre évidemment les mêmes à chaque fois, puisque c'est bien de pouvoir changer à chaque occasion, à chaque gala. On demande toutes les mensurations des personnes, que ce soit des femmes ou des hommes. Et on prépare en amont, on achète les robes et les smokings que l'on n'a pas en stock. Et on a toutes les tailles, on a du 34 au 60. Vous essayez, les mesures sont prises, les retouches sont faites et vous voilà dans une robe chic et élégante pour votre soirée. Et ne vous en faites pas, toutes taches et petits accros sont prises en charge. Mais peut-être que vous auriez voulu une robe de créateur, alors direction Bidress, showroom de la mode de luxe. Les robes sont toutes des robes de haute couture et de créateurs, et des robes de gala très connues, par exemple comme du Roberto Cavalli, du Emilio Pucci. On a Céline, Chloé, enfin vraiment toutes les marques de créateurs qu'on peut penser, Bottega Veneta, Saint-Laurent, on a Elisabetta Franchi, on a vraiment beaucoup de choses pour faire un panel et pour permettre à tout le monde de trouver son chaussure à son pied. Des robes qui peuvent coûter jusqu'à 8 000 € à l'achat, des pièces qui semblent inaccessibles et pourtant vous pouvez l'enfiler le temps d'une soirée. J'adore le concept sustainable, voilà, le fait de louer une robe plutôt que de l'acheter. C'est vrai que c'est des robes que je vais plutôt avoir tendance à porter pour une occasion et je ne vais pas avoir spécialement l'envie de les reporter derrière. Clara vous aide pour votre choix et service VIP, votre robe est livrée par coursier le jour de votre événement. Des robes longues, courtes, sobres ou extravagantes, il y en a pour tous les goûts. Toutes nos robes ont des prix différents parce que toutes les robes sont des créateurs différents et surtout on n'a jamais le même produit, donc on a vraiment des gammes de prix variables. On va dire le prix le plus élevé qu'on puisse trouver chez nous, c'est 400 € pour une location d'une robe Saint-Laurent qui est une robe de haute couture et surtout de défilé, c'est un modèle de défilé. Mais pour ce type de robe, on est à 150 € la location. Louer sa robe, c'est aussi faire du bien à la planète, puisque l'industrie du textile est le second facteur de pollution de l'eau dans le monde. À l'heure du défi environnemental, s'habiller chic n'a jamais été aussi fashion et écolo. Un éco-geste simple en cette journée de la Terre. Nous retrouvons Julia Vial pour un point sur la météo du week-end. Une météo pas vraiment au beau fixe, Julia. De la pluie, encore de la pluie est attendue pour ce samedi 24 avril, Émilie. Les températures seront fraîches et comprises entre 11 et 14 degrés. Demain, nous fêterons la Saint-Georges. Oui, Saint-Georges, nous l'évoquions tout à l'heure, le saint patron de la sûreté publique de Monaco. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On se quitte avec les photos de Stéphane Dana qui revient sur ce phénomène de location de robes pour de grandes occasions. À demain, samedi, pour une nouvelle édition. Excellente soirée à tous sur Monaco Info.